Bonjour et bienvenue dans l'écriture d'un roman pour ce 50e épisode. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, ça me fait un énorme plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc merci à vous. À cette occasion, je voulais vous proposer un épisode un petit peu plus long que d'habitude. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute à vous. Le vendredi 4 septembre 2020, j'ai en tête le livre de Stephen King que je viens de finir, où il explique qu'en gros, lui, il lui faut 2 versions pour que son livre soit abouti, quoi. 2 ou 3 versions. Il en écrit une, premier jet, durant laquelle il se relit pas du tout, puis il laisse reposer 6 semaines à peu près, ensuite il se relit et il corrige, ensuite il l'envoie son manuscrit à la lecture et il fait une dernière correction par rapport au retour de ses lecteurs. Donc en gros, il lui faut un premier jet et 2 travails de réécriture, et puis son livre est prêt. Enfin, clairement, j'en suis très très loin quand je vois que moi j'ai 18 versions. Alors bon, c'est peut-être parce que justement, c'est mon premier livre, que c'est inspiré de faits réels, donc je me suis basée sur des textes qui étaient déjà écrits, plutôt que de me lancer à corps perdu juste à l'aide de mon imagination. Donc en fait, j'ai dû retravailler à partir de textes déjà existants, qui étaient plutôt mauvais à la base. Soit dans son livre Écriture, Stephen King prend des raccourcis un peu faciles, ce qui fait qu'on a l'impression qu'en 2 temps, 3 mouvements, c'est réglé, il a écrit son texte. Parce qu'en même temps, il dit quand même qu'il prend j'ai l'impression qu'il prenait plutôt une petite année quand même pour écrire, sachant que lui, il bosse à plein temps sur son écriture, puisque c'est son activité principale. Donc je me demande comment en 1 an on peut faire... Bon, c'est vrai que ces livres sont assez épais, hein, c'est pas 230 pages, hein, c'est plutôt le double. Mais ouais, c'est une question que je me pose. Au moment où il écrit ce livre Écriture, ça fait déjà de nombreuses années qu'il est écrivain professionnel, qu'il vit de ça, qu'il a un franc succès auprès de son public. Donc oui, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Je pense que s'il avait écrit ce livre juste après avoir publié son premier roman, il n'en serait peut-être pas sorti les mêmes choses, quoi. Après, il y a une autre chose aussi, c'est qu'il faut que j'arrête de me comparer. Mais bon, ça, je pense que c'est inévitable. On a toujours tendance à se comparer. Et là, en ce moment, je viens de commencer un nouveau livre qui est Tiens ferme ta couronne de Yannick Enel. Alors, il s'avère que cet auteur était mon prof de français quand j'étais en terminale, mon prof de lettres. Donc c'est assez drôle de pouvoir le lire. J'ai découvert un peu par hasard qu'il était devenu écrivain dans une émission de la Grande Librairie où il était invité, où sa tête m'évoquait vraiment quelque chose, et quand on a prononcé son nom, je me suis rendu compte qu'en effet, c'était mon professeur de lettres de terminale. Donc je suis en train de le lire et je suis complètement scotchée par son écriture. Bon il a été publié chez Gallimard. Ceci explique cela, j'imagine. Il a une densité au niveau de son texte qui est assez impressionnante. C'est truffé de références. Et chaque phrase est une poésie. Les descriptions n'ont rien de factuel, elles contiennent toujours des phrases à la limite de la poésie. Même les descriptions des personnages, elles sont originales. Enfin, tout, la manière dont il écrit les choses, tout est hyper original. Et moi, cette façon de manier la langue, clairement, je ne la possède pas. Alors peut-être que ça se travaille, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, je vais l'acquérir, mais pour l'instant, j'en suis quand même assez loin. Moi, mes descriptions, même si des fois il y a quelques petites fulgurances qui se glissent, la plupart du temps, ça reste quand même assez basique, quoi. Bon, ça c'est le travail qui va sans doute m'améliorer, mais je pense que c'est un petit peu normal que des fois j'ai des coups de blues, des coups de déprime quand je vois le niveau auquel j'en suis depuis le temps que je travaille sur mon texte. Mais après voilà, faut aussi que je relativise, puisque en gros moi ça fait à peu près une dizaine de mois que je travaille très sérieusement sur ce texte. C'est la première fois que je travaille sérieusement sur un texte. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai pu écrire, c'était des choses auxquelles je réfléchissais pas, c'était juste la mise sur le papier des états d'âme de mon imagination. Il y avait rien de réfléchi, il y avait rien de travailler. Là, c'est vraiment la première fois que j'ai une réflexion par rapport à l'écriture, donc ça fait que 10 mois, c'est quand même pas énorme. Faut relativiser. Mais forcément, avec ce genre de constatation, je me dis, est-ce que je vais arriver à me faire publier ? Parce que mon livre est loin d'être le texte extraordinaire que j'imagine parfois qu'il est. Oui, je me rassure aussi. Le samedi 5 septembre 2020. Je suis en train de retravailler mon texte par rapport au dernier retour de mon lecteur, le professeur de français. Et je me pose vraiment la question d'à quel point je peux suivre ces critiques sur les côtés irritants de mon personnage. Alors bon, je vais pas tout révéler ici parce que sinon ça serait vous spolier les choses, mais en fait j'arrive pas trop à savoir à quel point je peux abonder dans son sens,
parce que j'aurais peut-être pas réussi à me faire comprendre, tout en respectant ce que moi je veux dire. Parce que quelque part, ce qu'il reproche à mon personnage, ça fait quand même partie de son caractère, et pour moi, il y a des raisons évidentes à son comportement, qui sont plutôt, il me semble, assez explicites dans le livre. Enfin, il me semble. Alors voilà, c'est là où je suis un peu perdue entre qu'est-ce qui est pas assez explicite, qu'est-ce qu'il l'est mais auquel en fait il adhère pas. Voilà, là je ne sais pas du tout. Le jeudi 10 septembre 2020. Ça fait longtemps que je ne me suis pas enregistrée ici, mais il faut dire aussi que j'ai pas beaucoup travaillé ces derniers jours. J'ai laissé à peu près reposer pendant 3 jours. Donc c'était un petit peu difficile de m'y remettre. En fait, à chaque fois que j'abandonne mon texte quelques jours, je recule le moment de m'y remettre parce que je m'en suis un peu déconnectée. J'ai peur de... Mon texte me fait peur, en fait. J'ai peur de pas pouvoir replonger dedans, de pas savoir où j'en étais, de pas m'y retrouver et tout. Donc là, je continue à travailler, en fait, sur les corrections que j'ai reçues par mon dernier lecteur. Et je me suis beaucoup attelée sur les retours qu'il m'avait fait par rapport au début de mon texte. J'ai retravaillé 2 choses qui me semblaient importantes pour me faire mieux comprendre. J'ai revu tous les questionnements d'Olivia, afin qu'on la comprenne mieux et qu'on y adhère plus, et puis qu'il y en ait moins aussi, parce que je pense que, enfin lui, ce qui l'agaçait un peu, ce que je peux comprendre, c'était les atermoiements, c'est le terme qu'il a employé, d'Olivia. J'ai retravaillé tout le début en cherchant à aller à l'essentiel, et puis j'ai également raccourci mes descriptions pour que le récit aille plus vite. J'ai gagné quand même entre 4 et 5 pages, ce qui est pas mal. Là, aujourd'hui, mon texte, il a 229 pages au total. Je vais peut-être vous partager quelques-unes des corrections que j'ai reçues de mon lecteur, celles que je peux vous partager. Donc déjà, bon, il me corrige pas mal de fautes, ça c'est super, c'est pas forcément ce que je lui avais demandé, mais il y a plein de fautes desquelles je me rends pas compte, il y a aussi quelques petites coquilles, des fautes d'inattention, puis il y a des choses que je ne savais pas, par exemple au gré, j'écrivais ça G-R-E accent grave S, alors que c'est G-R-E. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça, et c'est drôle aussi, il me corrige effluve en me disant que c'est mis au masculin. Alors ça, mon logiciel de traitement de texte me le signalait également, mais en fait, moi, quand je regardais sur internet, il y avait effluve au masculin, qui voulait dire émanation d'un corps, etc., et effluve au féminin, qui voulait dire émanation d'une odeur et tout. Donc pour moi, c'était au féminin ce que je voulais dire. Et en fait, en regardant dans mon dictionnaire déjà, je me rends compte qu'il n'y a que effluve au masculin. Et quand j'approfondis mes recherches sur Internet, il n'y a aucun autre moment c'est marqué une effluve au féminin. Donc, faut faire attention en fait avec ce qu'on trouve sur Internet, même au niveau de la correction grammaticale des mots, enfin de l'orthographe plutôt. Je suis assez surprise. Parce que moi, je fais quand même pas mal de recherches par rapport à ça pour essayer de ne pas me planter. Et en fait, les recherches que je fais m'induisent en erreur. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, voilà, va falloir que je sois 2 fois plus vigilante par rapport à ça. Au début, il me dit de choisir entre le passé simple ou le passé composé. Parce que j'utilise les 2 temps. En fait, ça le fait pas. Donc, lui, à qui je n'avais même pas parlé de cette hésitation que j'avais entre le passé simple et le passé composé, il me le signale. Il trouve que c'est bizarre, qu'il faut que je fasse un choix. Alors que mon autre bêta lectrice prof de français me disait que je pouvais utiliser les 2. Voilà, comme quoi, faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Il repère aussi des répétitions que je peux avoir. Des fois, c'était des choses que j'avais moi-même corrigées entre-temps, que je n'avais pas vues avant, donc il me les corrige. Il me propose aussi de dater mon récit un peu plus précisément. Alors au début, je le faisais puisqu'il y avait des passages de journaux intimes, donc il y avait des dates. Et aujourd'hui, il n'existe plus du tout ces passages, donc les dates ont disparu. J'ai l'impression qu'on aimerait bien quand même le situer dans le temps et peut-être ça pourrait être important. Et puis après, quand je lui ai envoyé le texte, j'ai fait une grosse faute. J'ai 2 personnages complètement secondaires que j'ai appelés par le même prénom. Et donc lui, il a eu l'impression de retrouver ce même personnage un peu plus tard, sauf qu'en fait, ils n'ont strictement rien à voir. Donc évidemment, ça perturbe la compréhension du texte. Donc ça, c'est une erreur de ma part, c'est une faute d'inattention. Et voilà ce qu'il me disait, début déconcertant donc, qui demande de la patience et de la persévérance et qui crée un début d'irritation. Mais je comprends parfaitement ce qu'il me dit, et en plus c'est pas du tout le premier à me le dire, mais j'ai mis du temps avant de le comprendre. Il me dit que mes descriptions sont peut-être un peu longuettes parfois, et impression quand même que ça pourrait aller plus vite. Et il se demande si c'est pas lié justement à la lourdeur de mes descriptions.
Alors lourdeur ou longueur, est-ce que ça peut être la même chose? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que j'ai réduit les descriptions du début. De toute façon, le fait d'enlever ces 2 lignes narratives en parallèle, j'ai dû réduire un maximum mes descriptions parce qu'il y avait toute une partie où en fait c'était le départ d'Olivia derrière son guide en moto sur les routes de l'Inde et donc du coup il y avait une description du paysage qu'elle traverse, etc. avec ses différentes étapes. D'abord la campagne, après le bois, après la... Enfin voilà, il y avait plusieurs étapes différentes, donc à chaque fois, en fait, entre son arrivée en Inde, où il y avait des événements qui se passaient, je revenais sur son voyage en moto, et c'était un nouveau paysage qu'elle traversait. Donc du coup, à chaque fois, je décrivais ce paysage, quoi. Donc le fait de tout mettre à la suite, ça ferait un blog beaucoup trop lourd et indigeste pour le lecteur, donc j'ai beaucoup allégé cette description. Il dit qu'il y a des longs passages au plus que parfaits, depuis le début, un peu usants. De quoi ce temps signifie-t-il l'antériorité ? Donc moi qui utilisais ce temps justement pour expliquer qu'il y avait une ligne narrative antérieure à l'autre, ça prend pas du tout en fait. Alors que je le réutilise à un autre moment pour un petit flashback qui est clairement amené cette fois. Et là, pour le coup, le plus que parfait ne le perturbe pas du tout. Il trouve que ça fonctionne bien dans ce passage-là. L'enchevêtrement des fils narratifs dans les 2 premiers chapitres nuit à la compréhension et à l'entrée dans l'histoire et semble être un artifice inutile. Perso, je recollerai les morceaux. Et là, il a tout à fait raison, c'est ce que j'ai fait. Mais à partir du chapitre 3, on accroche vraiment. En fait, j'avais besoin de quelqu'un qui me connaissait pas du tout, qui avait une légitimité à corriger mon texte en tant que professeur de lettres intéressé par l'écriture et la lecture, pour accepter le fait qu'on comprenne pas le début. Parce que mon amie, je me disais que elle, ça la perturbait parce qu'elle avait déjà lu le début, donc du coup, elle avait l'impression d'une redondance par rapport à ce qu'elle avait déjà lu. Cette bêta lectrice que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam me faisait des retours, j'avais l'impression pas très fut-fut. Donc en fait, je leur donnais pas la légitimité, donc j'avais besoin pour entendre ce qu'on avait à me dire par rapport à ça. Comme il m'en avait parlé au téléphone, que mon personnage commençait un peu à l'irriter avec son côté passif, dans ses corrections, je vois à partir de quel moment. Et je comprends un peu pourquoi il lui apparaît moins sympathique, avec ses atermoiements infinis, limite nu-nu. Après, il nuance un peu son propos en me disant que peut-être c'est parce qu'il est plus habitué aux écrits plus trash et que du coup, il trouve que moi je tourne un petit peu autour du pot. Mais pour le grand public, c'est certainement bien. Moi, j'aime que les choses prennent leur temps et c'est quelque chose que j'ai voulu reproduire dans mon texte. Moi, je tiens à cette lenteur-là. Et en plus de ça, c'était une réflexion que j'avais déjà eue avec d'autres lecteurs, qui sont d'une autre génération aussi. C'est des lecteurs qui ont plutôt autour de la soixantaine, voire 70 ans. Et donc du coup, ils trouvaient au début que ça allait trop vite. Donc c'est drôle quand même. En fait, on voit la différence de génération. Après, moi, j'ai envie, je pense, d'un truc un peu entre les deux, quoi. Là, il me dit qu'il y a beaucoup de psycho, de questionnements moraux. Alors, on comprend Olivia, mais qu'il faut que je fasse attention à ne pas trop rentrer dans la psycho. Parce que ça peut être un peu lourd. Après avoir lu le chapitre 8, alors il me fait plusieurs réflexions dont je peux pas trop parler parce que sinon je vais en dévoiler trop sur mon texte. Mais il me dit en conclusion, tout ça fait monter la tension, pique la curiosité. Donc ça c'est plutôt cool. Dans le chapitre 9, la conclusion c'est empathie pour les personnages. L'indignation d'Olivia, à propos de quelque chose qui s'est passé, est bienvenue, ainsi que la réflexion sous-jacente sur la condition des femmes en Inde. Ce roman peut-être, doit être cela aussi. Mais c'est timide pour l'instant. Bon, je m'arrête là dans ces réflexions. Peut-être que je vous en lirai d'autres la prochaine fois. Mais là, c'est là où je me suis arrêtée, moi, dans mes propres corrections du texte. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à me le faire savoir. Pour cela, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom d'Aurélia Horner, où je serai ravie d'échanger avec vous. Bon week-end à tous et à bientôt.